La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui touche malheureusement de nombreux enfants. Nous allons parler du refus scolaire anxieux. Et aujourd'hui, nous accueillons Virginie Hersam. Virginie, bonjour. Bonjour Chloé, merci de l'invitation. Je suis étudiante en Master 2 de psychologie du développement et thérapeute EMDR également. Thérapeute EMDR, alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est en lien avec la psychologie ? Alors tout à fait, effectivement, le thérapeute EMDR traite tout ce qui est attrait au traumatisme. D'accord. Et le refus scolaire anxieux, ou RSA, se manifeste par une incapacité plus ou moins progressive de l'enfant ou de l'adolescent à se rendre à l'école en raison d'une souffrance psychique importante, souvent liée à l'anxiété. Ce n'est pas une opposition au cadre, que ce soit scolaire ou familial, ni une paresse. On y retrouve parfois des troubles sous-jacents, tels que l'anxiété de séparation, l'anxiété sociale, le trouble panique ou l'agoraphobie. Il ne faut pas confondre avec l'école buissonnière. D'accord, alors ça peut concerner, là je suis en train de réfléchir à ce que tu dis, traumatisme, ça concerne tous les enfants, tous les âges, enfin ça commence quand, ça se termine quand, parce que finalement on va pendant très longtemps à l'école. Tout à fait, effectivement. Alors il y a quand même 3 périodes critiques, on va dire, qui ressortent et qui sont aussi des pics de vulnérabilité. L'entrée au CP, par exemple, entre 5 et 7 ans, où l'anxiété de séparation est fréquente. L'entrée au collège également, entre 11 et 12 ans. Et l'entrée au lycée, entre 15 et 16 ans, qui sont des moments où le stress, les changements sociaux et la pression scolaire peuvent favoriser l'émergence du RSA, avec de l'anxiété de performance, exacerbée par les examens, l'orientation scolaire, mais aussi les réseaux sociaux. Ah oui, donc en fait, ça peut commencer très jeune, ça peut ne pas apparaître jeune et venir plus tard. On a des enfants ou des ados qui ont ça depuis l'enfance, qui ont une anxiété scolaire, enfin un refus scolaire anxieux du coup, dès petits et ça ne les lâche pas. Oui, tout à fait. Effectivement, on peut avoir des jeunes enfants dès le CP, en fait, qui peuvent avoir un refus scolaire anxieux, souvent en lien avec l'anxiété de séparation. Mais cela ne reste pas forcément tout au long de la vie. Ça peut passer, et notamment dans le cadre d'une thérapie, on peut accompagner ces jeunes très facilement. Alors, avant de parler de thérapie, parce que ça m'intéresse, mais comment on sait que c'est vraiment un refus scolaire anxieux ? Parce que tu disais, c'est pas un enfant qui ne veut pas respecter le cadre, etc. En fait, on a peut-être des enfants qui un matin ne veulent pas se lever pour aller en classe, mais ça veut pas dire que ça sera un refus scolaire anxieux. Alors, comment, à partir de quand, on peut déjà penser à ça ? Comment on le diagnostique ? Qui le diagnostique ? Enfin voilà, comment ça se passe ? Alors les signes du refus scolaire anxieux sont souvent insidieux au départ. L'un des premiers indicateurs, ce sont les plaintes somatiques, comme des maux de ventre, des maux de tête, des nausées, une grande fatigue qui surviennent souvent le matin ou à l'approche du moment de se rendre à l'école. Ces symptômes ne sont pas simulés, l'enfant ressent réellement un mal-être corporel lié à son anxiété. On observe aussi des pleurs fréquents, des crises d'angoisse, des refus de s'habiller par exemple, au moment de partir à l'école. Parfois l'enfant peut tenter aussi de négocier ou retarder le départ de manière récurrente, sous des prétextes variés. Et puis progressivement, cela peut s'aggraver, pas toujours, mais cela peut s'aggraver jusqu'à un repli social. L'enfant cesse de sortir de chez lui, évite ses amis et réduit ses interactions avec l'extérieur. Chez les adolescents, cela peut se manifester par un dérèglement total du rythme de vie, sommeil décalé, inversion jour-nuit, isolement numérique. Ah oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Admettons, on a un enfant le matin qui, tous les jours, dit un petit peu, voilà, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école, et un jour refuse catégoriquement qu'on l'emmène, sauf que les parents vont devoir, j'imagine, aller travailler. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là ? On l'emporte avec nous et on l'oblige à aller en classe ? Effectivement, les parents sont souvent désemparés face au refus scolaire anxieux de leur enfant. Ils se retrouvent pris entre l'obligation scolaire imposée par la société, l'incompréhension de l'entourage et la souffrance réelle qu'ils observent chez leur enfant. Alors beaucoup culpabilisent, se demandent s'ils ont raté quelque chose dans l'éducation, s'ils ont trop cédé ou au contraire
trop exigés. Certains peuvent se sentir jugés par l'école, par la famille, parfois même par les professionnels qu'ils consultent. D'autres, en pensant bien faire, tentent de forcer, comme tu le disais justement, en insistant pour que l'enfant monte dans la voiture, en le poussant à reprendre l'école, sans préparation, en croyant qu'il faut le secouer un peu. Mais cela risque de renforcer l'anxiété et les conflits, et parfois d'aller jusqu'à des situations de grande tension au sein de la famille. Notre rôle, nous, en tant que professionnels, c'est d'abord de valider leurs émotions, de leur dire qu'ils font de leur mieux dans une situation très difficile, puis de les accompagner à retrouver leur place de parents. Pas comme sauveteurs, ni comme éducateurs scolaires, mais comme figure stable, sécurisante, tout en soutenant la démarche thérapeutique. On les aide en fait à recréer un cadre de vie apaisé, à reprendre les bases, donc le sommeil, les repas, le rythme, tout en désamorçant la lutte quotidienne autour de l'école. C'est à travers ce rééquilibrage familial que l'on peut enclencher une dynamique de changement. Et le rôle de l'école, du coup, je ne sais pas si l'école joue un rôle. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'école crée le refus scolaire anxieux, mais est-ce qu'eux peuvent peut-être repérer des signes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment est-ce qu'ils peuvent agir? Ça se passe comment? Tout à fait, l'école joue un rôle fondamental dans le processus de réintégration en étant à l'écoute, adaptable et engagé. Cela change tout pour l'enfant. Le fait de pouvoir s'appuyer sur un adulte référent identifié, le fait de maintenir une communication fluide entre les équipes éducatives, la famille et les professionnels de santé, et de proposer des aménagements souples et progressifs sont autant de leviers essentiels pour sécuriser le retour. Beaucoup d'établissements font preuve d'une grande écoute et de créativité. Ces efforts sont souvent décisifs pour réamorcer le lien entre l'élève et l'école. Du coup, à quel moment, parce que j'imagine que du coup l'enfant, l'ado ne veut pas retourner alors ne veut pas, c'est compliqué pour lui du fait de cette anxiété, à partir de quel moment on se dit là on arrête de le forcer parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et à l'inverse, à partir de quand, s'il est resté à la maison un certain temps, on va lui dire là il faudrait peut-être que tu retournes en classe. Quand la famille détecte qu'il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où il y a des troubles, des changements d'humeur, des difficultés à aller à l'école, il est important d'aller consulter et de venir voir un spécialiste. Et la première étape dans le cadre de la thérapie, c'est l'évaluation clinique approfondie, qui s'étale en général sur plusieurs séances. Elle est essentielle pour comprendre finement ce que vit l'enfant ou l'adolescent et pour construire un accompagnement réellement adapté. Souvent en thérapie, on commence par reconstituer l'histoire du refus scolaire anxieux, à quel moment les premiers signes sont apparus, comment l'absentéisme s'est installé, ce que la famille, l'école ou les professionnels ont tenté jusque-là. Ce récit est précieux car il permet de cerner la dynamique du trouble, ses facteurs déclenchants et ses facteurs de maintien. En parallèle, on observe l'hygiène de vie, sommeil, alimentation, mais aussi l'exposition aux écrans. Ces éléments sont souvent fortement désorganisés chez les jeunes en refus scolaire et il faut les stabiliser avant même de penser à une rescolarisation. Et on explore également les troubles associés, anxiété généralisée, anxiété sociale, TDAH, trouble 10, parfois même un trouble du spectre de l'autisme. Ce travail permet de repérer ce qui complique ou aggrave le RSA et d'orienter si besoin vers d'autres bilans, neuropsy, pédopsie par exemple. Et très vite aussi, on cherche à comprendre le fonctionnement familial, les ressources, les fragilités, les représentations de chacun face à l'école, les réactions émotionnelles, la manière dont la famille s'est organisée autour du problème. Sans jugement bien sûr, on part de ce qui est là. Pour soutenir cette démarche, on s'appuie aussi en thérapie sur des outils visuels et collaboratifs. Par exemple, le schéma de l'iceberg permet de représenter ce qui est visible, l'absentéisme scolaire, et tout ce qui se cache en dessous, émotions, croyances, troubles, vécus traumatiques parfois. Les thérapeutes peuvent s'appuyer aussi sur le modèle biopsychosocial qui aide les familles à comprendre que le RSA n'a pas une cause unique, mais qu'il résulte d'un enchevêtrement de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Ce travail d'évaluation thérapeutique est déjà thérapeutique en soi, en fait. Il permet à la famille de sortir de la culpabilité et de commencer à se représenter un chemin possible. C'est à l'issue de cette phase qu'un contrat thérapeutique sera mené entre le thérapeute et la famille et l'enfant. Tu nous parlais d'autres troubles, anxiété généralisée, TSA, TDAH. Est-ce qu'il y a du coup des comorbidités, des facteurs de risque? Est-ce que ces publics-là, justement, vont davantage, au cours de leur vie, avoir une anxiété, un refus scolaire anxieux qui va les empêcher d'être scolarisés un certain temps? Pas forcément. Alors, ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des enfants et des adolescents qui vont avoir un refus scolaire anxieux et s'il est pris en charge très tôt,
et accompagné par un professionnel, un psychologue, cela peut passer et le psychologue va justement aller chercher les troubles qui peuvent être sous-jacents et travailler sur l'un des troubles, par exemple l'anxiété sociale ou l'anxiété de séparation si l'enfant est plus jeune. Mais ce n'est pas une fin en soi, on ne va pas vivre toute sa vie avec un refus scolaire anxieux si on a pu être accompagné au cours de son enfance ou de son adolescence. L'accompagnement, il dure combien de temps concrètement ? Tu nous parlais de thérapie. Est-ce que... alors j'imagine que ça dépend peut-être de la puissance, de ce que ressentent les enfants, les ados qui sont concernés. Est-ce qu'on peut imaginer que si la déscolarisation, elle est d'1 mois, la thérapie sera plus courte que si l'enfant n'est pas allé à l'école pendant 1 an ? Enfin, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Alors, il n'y a pas forcément un lien entre le fait que l'enfant ne soit pas allé à l'école depuis 1 mois ou 1 semaine et l'objectif n'est pas forcément de reprendre immédiatement un emploi du temps complet, mais de recréer un lien sécurisé avec l'école, même minime au départ. Par exemple, chez certains jeunes, la première étape peut consister simplement à passer devant l'établissement ou à venir quelques minutes dans la cour pendant une récréation, sans même entrer en classe. Pour d'autres, ce sera rester 1 heure à l'infirmerie avec un adulte de confiance, ou suivre un seul cours par semaine dans une matière appréciée. On s'appuie sur ce que l'enfant tolère, avec un niveau d'anxiété gérable, et on construit des paliers réalistes, validés avec lui, sa famille et l'équipe éducative. Ce retour peut prendre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la régularité et la stabilité. Chaque petite réussite vient renforcer la confiance et permet d'aller un peu plus loin. L'erreur fréquente serait de vouloir tout rattraper trop vite, ce qui met une pression énorme sur le jeune et augmente le risque de rechute. On ne force pas, on accompagne. Et du coup, est-ce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont concernés ? Est-ce que les établissements scolaires arrivent à bien identifier, je ne sais pas, cette difficulté, ce trouble ? Je ne sais pas si c'est un trouble d'ailleurs, si c'est en lien plus avec l'anxiété, comment on l'appelle, ce refus scolaire anxieux. Mais est-ce que les équipes y sont sensibilisées systématiquement ? Est-ce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont concernés ? Oui, tout à fait, les études le montrent et les retours de terrain montrent une recrudescence du refus scolaire anxieux depuis la crise sanitaire notamment. Et les demandes pour des dispositifs comme APAD, l'accompagnement pédagogique à domicile, ont nettement augmenté après le Covid avec de nouveaux cas identifiés dès la rentrée 2021-2022. Les équipes éducatives sont sensibilisées mais demandent encore plus de sensibilisation sur le refus scolaire anxieux. Mais ils sont sensibilisés et effectivement, il y a une recrudescence depuis ces dernières années du refus scolaire anxieux. Et oui, en tout cas, comme tu le disais, c'est pas une fin en soi, des accompagnements sont possibles. On peut identifier les causes, cheminer et retrouver plus sereinement, en tout cas, le chemin de l'école, en tout cas à temps complet lorsque c'est possible, et puis sinon étape par étape auparavant. Je pense que beaucoup de personnes sont concernées sans forcément donner un nom, poser un terme exact dessus. Un petit mot avant de conclure ? Alors, je voulais donner quelques ressources aussi, de la littérature pour les parents notamment, des ouvrages comme La phobie scolaire sans question-réponse d'Hélène Denis et Estelle Caron, ou La phobie scolaire, retrouver le plaisir d'apprendre de Laetitia Benoît et Aurélie Arf. Et pour les professionnels qui souhaitent en savoir un peu plus sur le refus scolaire anxieux, Comprendre et soigner le refus scolaire anxieux de Marie Gallet-Tessenot et Laetitia Daéron. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Merci de nous avoir éclairés sur cette problématique. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle étincelle dans votre quotidien. Belle journée à toutes et à tous. Merci Virginie. Merci Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.